Rebonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 5e rendez-vous PEPS-vous de Savoir Patient qui a pour thème aujourd'hui travailler en partenariat dans la recherche et l'innovation. Alors, si mon PowerPoint venait se lancer, voilà. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un retour de pairs, de partenaires en santé sur leurs expériences de partenariat et de laisser un temps suffisant d'échange de vive voix informel après tout ça. Donc, ce que l'on fait, c'est que les personnes qui partagent leur expérience commencent par parler sans intervention, sans échange. Puis, quand les deux personnes auront parlé, on lancera les discussions. Pendant que les personnes parlent, vous pouvez écrire vos questions, vos remarques sur le chat qui seront reprises au moment de l'échange. Donc, bien sûr, maintenant, après le Covid, tout le monde est très habitué, mais on essaye d'éteindre son micro quand on ne parle pas, de lever la main quand on veut parler, et si possible, de se présenter en quelques mots lors de la prise de parole. Donc, bien sûr, dans un climat de bienveillance et d'écoute. Donc, aujourd'hui, nous sommes 3 co-animatrices. Moi, je suis Fabienne, je suis patiente partenaire en santé, je fais surtout de la formation et du conseil. Donc, je travaille aussi avec une start-up. Et je laisse Claire puis Delphine se présenter. Bonjour à tous, Claire Edon, patiente partenaire, plutôt en cancérologie, dans l'accompagnement de pairs et sur la formation et également sur des groupes de travail. Delphine, à toi. Donc, bonjour à tous, je suis Delphine Planchard, je suis patiente partenaire en santé, je travaille beaucoup avec les institutions savantes. J'ai également pas mal de projets dans l'insuffisance rénale chronique ainsi que dans le numérique en santé. Et sinon, je fais aussi partie d'une start-up qui travaille sur la verbalisation des patients chroniques en automatisant en temps réel leur ressenti, voilà, à destination des hôpitaux. Voilà, donc nous sommes toutes les 3 ressources si vous avez des questions ou des soucis techniques. 2 personnes sont venues partager notre expérience aujourd'hui. On les remercie beaucoup. Donc, Patrick Lartiguet qui va se présenter et nous faire un retour sur la partie recherche, puis Françoise Célin qui nous partagera son expérience sur la partie innovation start-up. Donc, du coup, je vais donner la parole à Patrick, si tu veux bien partager ton écran. Il va falloir que tu enlèves le tien. Ok, j'arrête. Ah, normalement, c'est bon. C'est bon. J'ai détecté mon son. Ça arrive. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, on voit ton écran, parfait. Okay, Donc, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Donc, moi, je vais effectivement présenter une facette de la recherche, puisque je mène actuellement une recherche en tant que doctorant en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Toulouse Jean Jaurès. En un petit quart d'heure, effectivement, peut-être comme avant-propos, la place d'où je parle, avec aujourd'hui un lien biographique avec mon objet de recherche qui me permet effectivement de me définir comme un chercheur patient. Et je reviendrai sur la notion du patient partenaire en recherche. Donc, moi, je vis avec le diabète de mon fils qui a été diagnostiqué quand il a eu 17 mois. Aujourd'hui, il a 20 ans. Et donc, je suis un papa veuf, soignant, au sens du partenariat tel que l'a défini le Montréal Model, puisque depuis 16 ans, j'effectue un travail. Et là, je reprends les travaux de Ray en 2002. Donc j'effectue un travail du parent d'enfant vivant avec la maladie de son enfant. Ce qui m'amène effectivement ce travail de rencontrer mon humanité et surtout l'humanité avec les autres parents qui sont confrontés aux mêmes problématiques de santé au quotidien.
et qui vivent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des soins à produire sur leur enfant. Ça m'a amené également à être un acteur social engagé. À la base, moi, je suis un professionnel du marketing et de la communication, qui m'a amené à transformer mon parcours professionnel, puisque j'ai été cofondateur et directeur de l'association Enfance, Adolescence et Diabète au CHU de Toulouse, membre du bureau de l'association Aide aux jeunes diabétiques, chargé de mission pour l'ARS Occitanie pour le plan de développement de l'ETP, cofondateur et ancien président de l'association Savoir Patient, qui nous accueille aujourd'hui donc. Je dirige également le fonds de dotation en santé. Je suis également patient partenaire formateur, notamment à la faculté de médecine du CHU de Toulouse et à Montpellier, et membre du comité de la relecture de la HAS sur la recommandation faciliter l'engagement des personnes au service de leur santé, de leurs pairs et des organisations. Donc, je dirais que de mon expérience de vie avec la maladie de mon fils m'a amené à être ce que j'ai qualifié d'acteur social engagé. Et puis, durant ce parcours, j'ai souhaité, comme le dit Julien, passer par la Chine, c'est-à-dire regarder l'identité et l'altérité par rapport à cette expérience de vie. Ce qui m'a amené, il y a quelques années, à m'inscrire à un Master 1 et 2 en recherche santé publique, parcours éducation thérapeutique à Bobigny. Et par la suite, comme j'avais un projet doctoral, de me diriger vers les sciences de l'éducation et de la formation, à l'université Jean Jaurès. Ce qui m'a permis aujourd'hui d'être dans un projet doctoral, et je suis dans ma dernière année de thèse. Tout ça fait ce que j'appelle moi un double turning point, on va dire un insight, quelque chose qui était important et révélateur dans mon parcours. C'est d'abord la rencontre avec les sciences de l'éducation et de la formation, où, par opposition peut-être avec la santé publique, on pense le patient comme un sujet apprenant, comme un sujet en soi et non comme un objet de soin. Donc il n'y a pas besoin de légitimer cette notion de sujet du patient, parce que par définition, en sciences de l'éducation, l'apprenant est un sujet. Et donc la maladie, et là je reprends l'expression de Catherine Toraturgis, est une occasion d'apprentissage, et donc où il y a une vraie reconnaissance du travail de la personne en soins qui vit avec sa maladie. Ce que moi j'appelle un turning point, c'est l'inscription ici à Toulouse dans une unité mixte de recherche qui a pour axe de recherche notamment l'accompagnement du changement par la recherche-intervention. Donc ça, c'est une manière de produire de la recherche, on va dire, peut-être différente. Souvent, on dit que la recherche est une recherche fondamentale, où les chercheurs doivent s'extirper du quotidien, de la vie sociale, avec une vision très théorique, conceptuelle, pour lire la réalité. Quand on parle de recherche-intervention, il y a un vrai lien entre la science qui se fait, dire la production de connaissances, et la vie sociale et la société. Donc ça, c'est un parti pris très fort ici dans le laboratoire. Et la recherche-intervention se caractérise également par la dimension participative, c'est-à-dire que c'est la construction du changement avec les acteurs dans une visée transformative, c'est-à-dire que le changement est un produit fini, mais le changement se produit avec les acteurs. Et donc, dans cette co-construction, il y a une vision aussi émancipatrice, avec le pari qui est fait que si les gens travaillent ensemble, ils vont, que ce soit des patients, des institutionnels ou des professionnels de santé, ils vont s'émanciper de leur position de départ pour être vecteurs de changement. C'est ce qu'on appelle l'émancipation capacitive, ça c'est pour Galichet, ou œcuménique. Et donc, ça m'amène à vous parler plus de cette notion de chercheur intervenant patient, qui fait que, effectivement, il y a une approche particulière de la recherche quand on est patient, et vous avez compris, quand on parle de patient, j'associe également les proches aidants. Un chercheur patient, là, ces slides seront mis à disposition, ça veut dire que dans un premier temps, on va définir, et ça je ne le ferai pas maintenant, parce qu'il y a un quart d'heure et que j'ai des consignes très strictes, c'est quoi un savoir patient ? Et quand on aborde la recherche en tant que patient, qu'est-ce qui fait notre caractéristique? Et qu'est-ce qui fait qu'on a un positionnement différent qu'un chercheur lambda quand on mène un projet de recherche? Donc moi, ça m'a amené à définir ce qu'est le savoir patient,
Hein, donc là, je me suis appuyé sur une revue de la littérature et je dirais que par opposition au savoir scientifique, au savoir professionnel, et ça, c'est les dernières lignes de ce que je suis en train de vous montrer, c'est un savoir qui se fonde sur l'expérience que les patients font de la maladie ou du handicap, cette expérience qui peut devenir une connaissance, qui va s'élaborer à partir d'une expérience individuelle, et enfin, cette connaissance peut, c'est pas forcément obligatoire, mais peut développer des savoirs expérientiels qui tendent à s'élaborer, à se formaliser à un niveau collectif. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand on a ça, je dirais, en tête, quand on fait de la recherche et qu'on chausse ses lunettes de chercheur, poser ça comme une posture, un positionnement, fait qu'effectivement, on mène un projet de recherche de manière différente. Ce qui m'amène à cette notion d'accompagner le changement par la recherche-intervention, où effectivement, par définition, une recherche-intervention, on articule la construction de connaissances scientifiques, c'est la recherche sûre, avec un objet de recherche de manière très très classique, et le pour, c'est-à-dire que ce lien science-société, c'est l'objectif de transformer, d'améliorer des systèmes éducatifs, et en ce qui nous concerne, le système de santé. Et donc, on a à la fois une visée académique, en l'occurrence pour moi, c'est la production d'une thèse, et simultanément, la visée transformative, c'est participer à une évolution de la société par la production de connaissances. C'est ce qu'un auteur, Rayou, appelle un espace d'intéressement entre la recherche et puis la société, entre les logiques d'action, ce qui est propre donc à la société, et celle de la connaissance, là, qui est propre à l'univers, enfin, à la dimension universitaire et à la dimension académique. Donc, quand on est chercheur intervenant patient, on a une subjectivité. Il est clair que je mène une recherche et j'assume ce positionnement de chercheur intervenant patient avec une subjectivité assumée, ce qui devient un peu ce que Rinaudot appelle un sportif de combat, où il y a une vraie mise au travail de sa subjectivité via la commande. Hein, quand ma recherche intervention est financée par l'Agence régionale de santé, sur la mise en œuvre, sur accompagner le changement que constitue le partenariat en santé en région Occitanie. Donc effectivement, il y a une commande avec un financement, avec des éléments de restitution qui m'amènent à être impliqué et avoir une certaine proximité avec les acteurs sociaux. Hein. Et donc, il y a tout un travail d'aller-retour, de dedans-dehors, dans le positionnement de chercheurs patients. Avec le besoin d'une mise à distance par la posture, la méthodologie de recherche, la confrontation à l'empirie, aux connaissances, l'écriture scientifique. Il faut analyser sa subjectivité, en quoi elle vient impacter ou pas ce qui est en train de se passer. Une attitude de ce qu'on appelle scientifique social critique pour maximiser l'objectivité et minimiser la neutralité. Donc, c'est tout ce travail sur cette subjectivité assumée, et puis une réflexion éthique, une réflexion critique sur ce qu'on peut être amené à faire lorsqu'on fait de la recherche. Et donc, on devient, en tant que chercheur, patient, un sujet auteur par un travail d'arrachement, d'échapper à ce dans quoi on est pris. Quelque part, sans occulter qu'on est patient, on fait d'abord de la recherche. C'est pour ça que, vous voyez, en premier, moi, je me définis aujourd'hui comme un chercheur avant de me définir comme un patient. Mais c'est également un chercheur citoyen. Là, je reprends une expression de Marcel Moscoso, avec une scientificité intransigeante. De toute manière, on est dans les codes académiques, avec la production d'une thèse. Hein. Le deuil peut-être aussi de l'aspect militant, quand on est patient partenaire, hein, surtout actuellement, avec cette idée qu'il ne faut pas instrumentaliser sa recherche, son image, ses méthodes et ses résultats au service d'options idéologiques. Donc, il y a tout cet effort à faire de garder sa crédibilité de ce chercheur citoyen, même si on assume ses choix, que je produis des connaissances sur le changement que constitue le partenariat en santé. Pour autant, il faut que j'efface ma position peut-être de militant sur le sujet. Ça veut dire l'analyse des discours critiques légitimés par des arguments scientifiques pour développer la conscience critique des acteurs et de leur autonomie. Et enfin, une extrême vigilance dans ce travail d'abord de chercheur et de recherche. Et donc,
Pour terminer, effectivement, aujourd'hui, je mène une recherche-intervention sur le partenariat en santé, où j'ai, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord une première identité de chercheur qui m'a mené à me mettre à distance. Donc, j'ai abandonné l'ensemble de mes mandats sociaux, puisque je suis aujourd'hui en CDD à l'Université Jean Jaurès à temps complet, au sein de l'unité mixte de recherche des sciences de l'éducation. Je suis également membre du comité d'éthique de la recherche à l'Université fédérale de Toulouse et membre et coordonnateur du laboratoire junior d'ici et membre du comité scientifique. J'ai effectivement d'autres, je dirais, mandats plus liés à la recherche, puisque je suis membre du comité de lecture de la revue sur le partenariat de soins avec les patients. J'ai pu organiser le 2e colloque international sur le partenariat de soins avec les patients qui s'est tenu à Toulouse en février dernier. Et bien sûr, je suis amené à écrire des articles, des chapitres d'ouvrages et à participer à des colloques scientifiques et à faire des communications orales. Donc, par rapport à ce que je disais, peut-être c'est pas forcément un frein. Moi, je le présenterai pas comme un frein, mais c'est une particularité du chercheur-patient. Donc, cette analyse permanente de la subjectivité assumée avec des suivis de thèse, avec les directeurs de thèse, les séminaires doctoraux, les comités de pilotage de la recherche que je mène. Bien sûr, je vous l'ai dit, une réflexion critique sur la démarche de recherche qui est en cours. Et donc voilà, en quelques mots, moi, mon profil de chercheur patient. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est un petit volet de la recherche, hein. Mais on ne peut pas s'improviser en tant que patient dans la recherche. Si on veut faire de la recherche, et effectivement, il y a des codes, il y a des compétences à avoir. Après, un autre volet qu'on aurait pu développer pendant ces discussions, c'est les patients partenaires qui participent à des projets de recherche, mais qui ne sont pas véritablement des acteurs de recherche. Et on pourra discuter de ça tout à l'heure. Je vous remercie. Merci Patrick et bravo, parce que tu as tenu largement les 15 minutes. Ouais. les 15 minutes. Donc, on garde les échanges pour tout à l'heure et je vais repartager mon écran. Hop. Voilà. En fait, j'ai renvoyé le lien aux participants parce que je me demande si c'était bien parti. Alors maintenant, nous laissons la parole à Françoise. C'est bien. Oui. Merci Fabienne et puis merci à Savoir Patient de m'avoir invité à prendre la parole et surtout avec Patrick. Alors moi je suis vraiment quelqu'un du terrain. Je veux dire, là, Patrick l'est aussi par cette expérience de papa, mais comme lui au moins j'ai eu cette expérience aussi de la maladie qui était, j'ai eu un cancer du sein à 36 ans qui était assez avancé et qui a bousculé complètement ma vie parce que ça a bousculé au point où j'ai quitté mon métier de libraire et j'ai fondé différentes associations que j'ai énumérées ici rapidement sur donc 22 ans d'expérience dans le milieu associatif suite à cette maladie, avoir créé des différentes associations dont des associations très pionnières dans l'accompagnement des patients. Et puis c'est dans 2017, après ce parcours, et en même temps ce parcours, je le continue, je suis toujours très active dans le milieu associatif. J'ai fait ces différents diplômes à l'université des patients pour la plupart, mais aussi j'ai bénéficié à Savoir Patient, à construire et mettre en œuvre les conditions favorisant le partenariat dans les projets de santé. J'invite vraiment les gens à participer à cette formation qui est très intéressante et qui nous apprend à se connaître aussi. Et différentes formations, dont avec la Fondation Léonie Chaptal, qui est un institut de formation pour les soins infirmiers, où là, j'ai participé dernièrement à la mise en place de cette nouvelle pédagogie de partenariat. Et avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, parce que finalement, à un moment donné, je me suis dit, mais comment je peux professionnaliser ce métier, pour moi qui est un nouveau métier, de patient partenaire, le professionnaliser. Eh bien, je me suis dit, je vais jusqu'au bout de ce projet,
osant créer ma propre société et non pas en étant simplement en auto-entrepreneur. Et j'ai donc créé une SASU que j'ai appelée Expertise Patient. Pour faire un peu ce distinguo aussi avec ce que venait de dire Patrick, qui était ce savoir expérientiel, et puis de monter aussi qu'on monte en compétence et qu'on peut être consultant patient partenaire et travailler dans différents champs. Et pour cela, j'ai bénéficié aussi puisque mon expérience était surtout dans le cancer, donc j'ai suivi à Cancer Campus la formation en co-entrepreneur et qui a labellisé ce projet de la création d'expertise patient. Et je me suis fait suivre aussi par un organisme qui s'appelle BGE, et j'ai fait une formation et une certification diplômante qui s'appelle entrepreneur de TPE. Donc tout ça, en fait, m'a armée pour lancer en juillet 2019 ma société, et avec déjà on va dire, là je parle de clients, puisque c'est surtout avec des entreprises que je travaille et aussi dans des écoles d'infirmières. Parce que finalement, je me suis dit, il faut faire bouger les lignes. Les associations font déjà bouger les lignes au niveau des institutions. Il faut changer, en fait, on est vraiment en train de changer de paradigme. On peut passer peut-être à la slide suivante. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, je suis lancée dans cette idée qu'il faut, en fait, rentrer dans ce milieu de l'entrepreneuriat, accompagner des projets innovants et en particulier des startups qui se lancent pour créer des dispositifs médicaux, travailler sur l'amélioration du parcours de soins. Mais souvent, en fait, on remarque que ces startups travaillent entre eux, avec des webmasters, des médecins, et que encore, c'est encore très peu ceux qui souhaitent travailler, même ont l'idée, c'est même pas souhaiter, c'est avoir l'idée de travailler avec des patients. Et j'ai eu la chance déjà depuis quelques années d'avoir travaillé avec une société qui s'appelle Volantis et qui est très innovante dans les dispositifs médicaux. Et j'ai travaillé avec eux à la fois sur ce qu'on a appelé de l'acculturation d'équipe, c'est-à-dire apporter ce vécu du patient. Donc j'ai organisé par exemple des focus group avec des patients et des membres de l'équipe de Volantis qui étaient amenés à travailler sur la création d'une appli destinée aux patients. Mais finalement, ce sont des gens qui sont assez techniciens ou dans le milieu médical et qui en fait connaissent assez peu le vécu. Et finalement, ce qui a été assez déjà important, c'est qu'ils étaient très demandeurs. Et à chaque fois que je vais dans l'entreprise, ils disent « Ah ben, quand est-ce que vous revenez avec des patients pour qu'on puisse, vous venez nous expliquer ce que c'est que la vie d'un patient ?» Parce qu'en fait, ils disent « Ça nous aide déjà pour pouvoir donner un peu un visage au travail que nous faisons. » Donc on part de très loin. On part de très loin parce qu'on part de cette idée que même en fait, on n'a pas encore dans l'idéation d'un projet de e-santé qui pourtant est destiné à des patients, on est dans cette idée qu'on finalement on va le faire pour eux mais pas avec eux. Donc moi mon travail c'est de leur dire apprenez de nous et construisez avec nous et vous aurez certainement un outil qui sera plus efficient et qui correspondra plus aux attentes de ce que recherchent les patients. Et en fait, je me rends compte que ce langage-là, je l'ai aussi en tant que membre de France Biotech, où j'ai été acceptée, et j'en suis très honorée, parce que France Biotech est une association qui regroupe les grosses sociétés, les start-up françaises dans l'innovation, en biotech, medtech, e-santé. Donc moi, je suis la toute petite entreprise qui représente des patients. J'ai réussi aussi à sensibiliser son président, Franck Mouton, de l'intérêt à participer avec des patients.
Et là, justement, ils m'ont demandé de faire partie du comité du jury, par exemple, pour faire un concours sur les entreprises qui vont être primées par France Biotech. J'ai regardé le panel, je suis la seule patiente. Tous les autres, ce sont des directeurs et des directeurs d'entreprise. Donc, il faut arriver réellement à faire bouger ces lignes-là. Donc, ces startups, en fait, quand on leur explique et qu'on va sur le terrain avec eux et qu'on leur dit, voilà, mais finalement, notre champ d'intervention peut être assez large parce que ça va de l'idéation à la réalisation. Et on peut à la fois leur faire comprendre ce que c'est que la vie d'un patient, leur faire rencontrer des patients, mais également leur apporter un autre soutien quand ils sont dans la création, dans le design. Et là aussi, c'est pareil, dès qu'on va toucher à ce design, comment va être l'appli, qu'est-ce qu'il faut y mettre, comment doivent se présenter les informations, comment on les écrit, quel langage on emploie. Tout ça, ce sont des choses où finalement on se rend compte qu'ils ont pensé pour eux et non pas pour les patients encore. Et que là aussi, il faut arriver à leur dire, bah non, moi en tant que patient, j'aimerais pas du tout que ce soit présenté de cette telle ou de façon. Et c'est là où ils te disent finalement, ben, en fait, on a une vraie méconnaissance de ce parcours et de ce que vit la sensibilité. Et en fait, ce que disait aussi tout à l'heure Patrick, c'est-à-dire arriver à faire, et ce que nous a aussi enseigné, c'est vrai, Catherine Tourette-Turgis, c'est de considérer le patient non plus comme étant un objet de soins, mais un sujet de soins, et le considérer comme étant une personne. Et c'est quelque chose que je redis à longueur de temps, parce que pour moi, c'est vraiment, si on doit arriver à faire bouger aussi les choses, c'est que dans ce milieu médical, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans les centres médico-sociaux, que ce soit auprès des entreprises, eh bien, il faut vraiment considérer la personne et non pas uniquement par rapport à sa pathologie. Et ça, c'est ce que je pense que nous, en tant que patients partenaires, consultants, dans l'innovation santé, ce que nous pouvons aussi apporter. C'est cette humanité, ne pas les oublier. Et là, quand je parlais, par exemple, tout à l'heure, j'ai écrit ce mot observance médicamenteuse. Là, Fabienne a réagi d'ailleurs tout à l'heure, et c'est vrai que bon, on se dit mais bon sang, ok, on a un outil numérique qui est destiné aux patients, et bien souvent en fait, les médecins vont se focaliser sur cet aspect de l'observance médicamenteuse. Comment en fait on va pouvoir savoir s'il a bien pris ses médicaments? Et comment finalement on va pouvoir aussi savoir quelle est connaissance un peu sur son état suite aux effets secondaires par rapport à des traitements qui peuvent être très invasifs comme la chimio. Et bien souvent, j'ai dû leur expliquer, mais vous savez, là c'est pareil, on n'est pas que notre maladie et on a d'autres besoins. Et se focaliser que uniquement sur cette observance n'est pas suffisante. Et même quelquefois peut être considérée comme une manière vue comme étant très intrusive. Donc il faut y mettre aussi les formes. Et puis surtout se dire finalement, il faut aussi s'intéresser à l'environnement du patient et savoir qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme information, conseils pour qu'il vive mieux sa maladie. Et c'est ce que j'essaie de faire là aujourd'hui avec la société Maple, qui est une start-up que j'accompagne déjà depuis l'année dernière. Et on travaille là en particulier sur un projet qui va se déployer parce qu'il a bénéficié d'une aide européenne, donc ça va se déployer sur différents établissements de santé et dans différents pays, et en particulier sur les personnes complexes qui sont en oncogériatrie. Et là, alors justement, là on va toucher à justement cette particularité de patients qui sont avec des pluripathologies et en plus avec un certain âge. Et là, quelle va être l'utilité d'un objet numérique? Quelle doit prendre la forme, de quelle forme on va pouvoir les adapter, puisque ça va être encore peut-être beaucoup plus difficile à imaginer compte tenu
de l'âge de la personne et de son appétence ou pas pour un objet numérique. Donc c'est vraiment pour moi vraiment important, c'est que nous soyons là, vigilants, pour que on fasse avec qu'on tienne compte de notre savoir expérientiel, de notre expertise aussi sur la maladie, sur le vécu, et puis surtout cet environnement. Et puis aussi d'arriver à faire en fait à casser ces silos qui existent entre les différentes les différents champs des acteurs de santé. Je dis silo parce que voilà, un webmaster, un médecin, un chercheur, un patient, il y a une vraie co-construction à faire. Et ça, c'est vraiment très très important. Donc, on m'a demandé aussi de parler un peu des freins et des leviers. Alors, les leviers, pour moi, il faut vraiment qu'on s'appuie sur cette recommandation de bonne pratique de la HAS. Il y a une vraie volonté politique aujourd'hui pour engager les patients à participer, à être des acteurs de l'écosystème de santé. Pour moi, cette recommandation de bonne pratique de la HAS qui est parue en juillet 2020 a été, je trouve, très importante parce que justement, elle a rappelé et engagé dans tous les secteurs à partir et à travailler avec des usagers. Et en fait, dans les usagers, bien entendu, nous avons ce rôle, les patients et les patients partenaires. On a aussi une chance qui est formidable, qui est aujourd'hui une offre de formation pour les patients partenaires, qui est vraiment de plus en plus enrichie. Je vois ça depuis quelques années. On voit éclore dans toute la France de nouveaux lieux de formation et qui vont justement donner aussi envie à d'autres patients de se former et puis élargir ce panel parce que aussi nous sommes encore assez peu sur l'ensemble. Et puis aussi, alors peut-être que dans les freins, pour moi, il y a ce changement de paradigme qui est vraiment là en route et je vois mal comment en fait il va y avoir possibilité de faire marche arrière, il ne faudrait surtout pas d'ailleurs, mais il y a un vrai changement quand même de mentalité hein, qui est très lent à obtenir, des professionnels de santé, des entrepreneurs en innovation santé. Ça peut être par de la méconnaissance, ça peut être peut-être parfois parce que finalement ils ont vraiment une méconnaissance, mais aussi une appréhension en se disant mais qu'est-ce que pourrait nous apporter un patient dans nos projets. Et puis, bon, on a aussi ce souci aujourd'hui qui est on n'a pas un statut officiel de patient partenaire. Donc, les entreprises ont maintenant l'habitude, pour certaines, de travailler avec des associations, parce que pour elles sont bien identifiées. Elles vont voir des associations en disant, nous avons là des personnes ressources au sein de ces associations. Et elles n'ont pas forcément connaissance de ces patients formés, diplômés, et quelquefois elles ne savent pas d'ailleurs comment elles pourraient travailler avec elles. Alors la création d'une société est justement la possibilité de pouvoir travailler, ou même en auto-entrepreneur, de travailler et de pouvoir facturer directement à des entreprises. Et là, en fait, on a aussi ce besoin de faire encore beaucoup plus là-dessus pour faire changer ces mentalités. Et c'est pour ça que moi je suis ravie parce que à travers les expériences rapides que je vous ai citées, j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs patients partenaires qui ont accepté d'être interrogés pour mener toute une enquête pour arriver à déterminer en fait quels étaient les besoins. Et moi, je me suis dit, ces patients, je veux aussi les rémunérer quelque part, les dédommager. Donc j'ai demandé, ça c'est une chose que j'informe comme ça parce que souvent c'est une question qu'on me pose,
quand on n'a pas ce statut de patient auto-entrepreneur ou de patient en entreprise, ou parce qu'on ne le peut pas, parce que ça pourrait être très ennuyeux, parce qu'on ça pourrait enlever des droits en invalidité, là, il est possible, c'est pas des grosses sommes, mais c'est possible de faire des bons cadeaux qui permettent de pouvoir rémunérer quand même, enfin c'est pas rémunérer, c'est dédommager des personnes qui ont pu apporter leur savoir expérientiel. Et là aussi, c'est pour moi important de créer aussi ce cercle vertueux, de se dire que eh bien, le savoir expérientiel, il a de la valeur et qu'il faut trouver un moyen pour soit rémunérer, soit dédommager aussi les patients. Et ça fait partie pour moi des choses qu'il faut aussi faire comprendre aux entreprises. Et c'est ce que j'ai fait comprendre aux entreprises avec lesquelles je travaille. Je pense que je vais laisser la place maintenant aux questions et aux échanges pour nous et Patrick. Oui, merci Françoise, merci Patrick. On a été finalement assez peu nombreux, alors j'espère qu'il n'y a pas eu un malentendu ou quelque chose. Au passage, un petit coucou à ceux qui nous regardent en différé. C'est vrai que c'est pour nous très important la partie échange. Et donc, si on n'est pas très nombreux au moment de l'écoute, ça sera peut-être plus difficile d'interagir. À moins que Delphine me contredise, je crois qu'on n'a pas de questions pour l'instant dans le chat. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui auraient déjà des remarques ou des choses à partager par rapport à ce qu'ont dit Patrick et Françoise? Donc Delphine, tu me confirmes, il n'y a pas de questions Non, il n'y a pas de questions, ne soyez pas timide. Ah, Jean-Marc va Oui. nous sauver, briser la glace. Merci. Faut bien qu'il y en ait un qui se jette à l'eau. Voilà. Oui, merci à tous les deux, à Patrick et à Françoise. Patrick, je l'ai vu lors du deuxième colloque à Toulouse, et qui aussi nous a permis de révéler ce mouvement, hein, puisqu'il y avait parallèlement au colloque, il y avait sur le chat un mouvement très important de patients partenaires, ce qui m'a permis de pousser un petit peu le bouchon un peu plus loin et de faire avancer les choses, notamment au sein de France Asso Santé, hein, puisque au mois de juin, on a pu organiser une journée consacrée au rapport entre RU et patients partenaires. Enfin, on prend en compte chez France Asso Santé qu'il existe des patients partenaires et qu'il y en a un certain nombre. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important. Je reconnais beaucoup de mes camarades ici. Françoise, je l'ai connue en formation à Montpellier avec Fabienne. C'est vrai que ça nous a apporté beaucoup, ça nous a donné vraiment l'énergie pour avancer, et personnellement, je bouge pas mal sur que ça soit au sein d'un établissement sanitaire, que ça soit au sein d'associations. On essaye de faire évoluer les choses. Je vois que mon amie Karine Barrel est là aussi. Voilà. On essaye avec aussi Alisa Larossi, qui est sur Genève, elle, et on est voisins quasiment. Et donc, on va essayer de travailler un petit peu France et Suisse pour justement voir un petit peu, parce que les HUG, donc l'hôpital universitaire de Genève, est très avancé sur le partenariat patient, hein, alors que nous sommes à 20 km et je pousse pour pouvoir faire découvrir. Par contre, la sauce commence à prendre. Donc, j'en suis très satisfait. Concernant la recherche, bien oui, on est aussi engagé, hein. J'ai connu Sabine par ce biais-là, puisqu'on intervient tous les deux au cancéropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, le Clara, et on travaille au sein du projet Oncostarter,
avec notamment Raymond Merle et puis quelques autres aussi patients, aussi passionnés que nous. Et donc, voilà, on sent bien que le mouvement est là et qu'il prend bien. Alors, c'est clair que c'est à nous, patients, d'avancer, de faire avancer les choses, parce que ça ne viendra pas des professionnels. Hein. Même s'ils ont pour certains ont de bonnes intentions, si on n'est pas là pour aller propulser et induire des projets, rien ne se fait. Donc voilà, c'est un investissement, c'est lourd, mais bon, c'est tellement passionnant que voilà, ça en vaut le jeu en vaut la chandelle. Voilà, merci à tous. Merci Jean-Marc pour cette présentation détaillée. C'est vrai qu'on est une petite famille et ça fait du bien d'avoir ces échanges pour justement se soutenir. Moi, je voudrais revenir, s'il n'y a pas d'autres questions, sur vos interventions à tous les deux, Françoise et Patrick. Quand on parlait de levier, quand on vous demandait de vous exprimer sur les leviers, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est de savoir en quoi, qu'est-ce qui fait que votre activité à l'un et à l'autre va bien se passer. C'est-à-dire que vous sentez que vous êtes dans cet élan de contribution pour vous-même, pour autrui et pour la collectivité. Quels sont les facteurs qui jouent en faveur et avec des exemples concrets, c'est-à-dire justement des exemples concrets qui vous touchent à vous personnellement ou qui vous ont touché dans votre activité. Peut-être que Françoise aura plus de facilité à toucher du doigt pour que ça soit visuel pour nous. Alors, j'ai évoqué France Biotech, par exemple, où en fait ma candidature a été acceptée, ce qui montrait pour moi déjà l'intérêt qui était clair du conseil d'administration de cette association qui regroupe donc des entreprises, des laboratoires, enfin qui sont dans la e-santé et Medtech et Biotech. Donc je me suis dit déjà c'est un très grand signe. Quand j'ai présenté mon projet de création d'expertise patient en co-entrepreneur, il n'y avait pas eu encore ce genre de projet de patient. Là c'est pareil, le jury a accepté de rentrer mon projet et à labelliser. En fait, je me suis rendu compte que finalement une entreprise comme la mienne, il y en a quasiment pas. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et j'entends aussi en fait que bien souvent, et ça je le vois dès qu'il y a des réunions, dès qu'il y a des colloques sur le partenariat avec des patients, l'accent est mis sur les associations, qui est évidemment les associations, et je suis complètement encore immergée en étant vice-présidente de Cancer Contribution. Enfin, je ne vais pas énumérer toutes les associations dans lesquelles j'agis aujourd'hui, mais donc je reste très très ancrée sur ce rôle des associations. Mais aujourd'hui, il faut vraiment arriver à considérer que en fait, on a une singularité, nous, en tant que patients formés, et que cette singularité, c'est ce savoir que nous avons acquis à travers nos expériences personnelles, de notre trajectoire personnelle. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait appréhendé. Et c'est en devenir, ça c'est clair. Mais il faut en fait, il faut communiquer, il faut vraiment communiquer. C'est-à-dire, il faut, heureusement, voilà, des webinaires comme aujourd'hui permettent de pouvoir s'exprimer, dire voilà, montrer aussi notre différence et notre singularité par rapport à ce qui se fait déjà. Et ça, c'est quelque chose qui va falloir encore travailler, à mon avis, pendant pas mal d'années, parce que ça ne va pas se faire comme ça. Mais il y a une vraie volonté, ce que je disais, une vraie volonté politique. Et la preuve, c'est que petit à petit, les patients sont rentrés dans les différentes instances.
les institutions au niveau national et au niveau régional. Et ça, c'est quand même un mouvement qui a commencé il y a plus de 20 ans. Et ça, c'est quelque chose qui va continuer. Et c'est maintenant, c'est dans les entreprises où là, il faut vraiment, vraiment faire bouger les choses. On sent bien que le mouvement, moi, j'ai pas énuméré, mais là, par exemple, j'interviens pas mal dans des écoles d'infirmières, dans la formation, auprès de MBA Communication Santé à Paris Dauphine, à Paris Université. C'est donner tous ces cours pour expliquer en fait, voilà, nous existons, expliquer quel est le rôle de ces patients, leur montrer la diversité de ce que c'est qu'un patient aussi, et surtout vers quoi on peut en fait aujourd'hui axer. Et là, je sors de l'innovation, hein, c'est très très large. Et petit à petit, ils vont se dire, ah mais finalement, ça y est, ils sont incontournables. Ils sont incontournables. Je vais peut-être rajouter quelque chose. J'espère. Je vais être polémique, comme ça peut-être que ça fera réagir. Je pense que c'est pas le tout de demander d'avoir une place, que ce soit auprès des établissements de santé ou de recherche ou choses comme ça. Je pense qu'aussi c'est aux patients à être légitimes. Alors c'est à la fois un frein et un levier. Je vais donner un exemple concret. Moi, je fais partie du comité d'éthique et de la recherche à l'Université fédérale à Toulouse en tant que patient. Mais également chercheur. Il m'a fallu du temps, moi, pour savoir ce que c'était que de lire un dossier, émettre un avis, c'est quoi un avis éthique, choses comme ça. Et donc, avant de dire il faut qu'il y ait des patients dans les comités d'éthique, c'est est-ce que les patients ont les compétences pour être dans un comité éthique? Est-ce qu'ils ont la compétence pour être dans la recherche, être en soins éducatifs? Et ça me semble qu'à un moment donné, on doit aussi dépasser la revendication il faut entendre notre voix. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin. C'est-à-dire, en quoi nous, patients, on est pertinent, compétent, légitime, et qu'est-ce qu'on peut amener, et quel est le bénéfice qu'on peut apporter soit aux établissements de santé, soit à la recherche, choses comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur soi pour mettre à distance son vécu, hein, et c'est un petit peu la progression que je montrais sur le savoir patient, sans jeu de mots, à partir d'une expérience, on a une connaissance, et après on élabore un savoir. Ce qui est intéressant, c'est ce savoir. C'est pas l'expérience. L'expérience, ça devient du témoignage et ça sert à autre chose. Je pense qu'il est important peut-être, avant de revendiquer une place, que chacun puisse voir ce qu'il en est de son savoir expérientiel, en quoi c'est un savoir et qu'est-ce que ça peut apporter. Voilà. Et donc c'est peut-être un peu polémique, hein. Moi, je me méfie toujours. On me dit il faut des patients, mais ça, pour pas que ça devienne des patients alibi ou de la simple représentation, je pense qu'il y a un travail aussi à faire du côté des patients. Ouais, et dans la, vous voyez, puisqu'on est entre nous, dans la recherche-intervention que je mène, moi, aujourd'hui, en région Occitanie, pour accompagner le changement, en quelques mots, l'Agence régionale de santé a mis comme priorité régionale l'opérationnalisation du partenariat dans la région, que ce soit dans la formation, dans les soins, dans les établissements, etc., etc. Et donc, on a constitué des groupes de travail avec des professionnels de santé, des institutionnels, des usagers, des patients. Aujourd'hui, je vais vous dire que là où, comment on pourrait dire, les freins au changement, enfin, comment on dit, les résistances au changement, c'est les usagers et les patients. C'est pas tant les professionnels, vous voyez, quand on est dans ce mouvement. Donc, je crois qu'il y a un travail à faire aussi de notre côté. Voilà. Alors, je sais que c'est un peu polémique, mais c'est fait exprès. Non, mais moi, je suis complètement d'accord avec Patrick, parce que c'est pour ça que je disais, mais je l'ai peut-être pas dit de manière aussi directe. Je parlais aujourd'hui de la singularité de notre parcours et de nos formations. C'est pas suffisant quelquefois. Moi, j'avoue que j'ai vu des personnes qui étaient dans la même promo que moi, et je me suis dit, finalement, moi, personnellement, c'est pas des gens avec qui je me sentirais très à l'aise, avec qui je vais travailler. Donc je pense qu'il y a vraiment
besoin de s'interroger et puis à des moments de se dire bah, ça, c'est pas mon domaine de compétence. Je suis pas du tout, je peux être sollicitée, mais ce sera pas mon domaine de compétence. Et avec expertise patient, justement, comme moi je me sens pas dans mon domaine de compétence, je vais rechercher un autre patient qui sera à même de pouvoir répondre à cette mission et complémentariser avec moi et ce savoir qui est demandé. Et c'est là aussi, il faut être extrêmement humble et on n'est pas uniquement dans le militantisme. Ce n'est pas se dire finalement les autorités publiques veulent notre participation, donc la porte est grande ouverte et enfonçons-nous et faisons ça n'importe quoi. Ce sera euh, oui, voilà, vraiment. Et d'ailleurs, toutes les mauvaises expériences de patients partenaires seront des points noirs pour tous les autres qui arrivent en derrière. Il y a des mains levées là. Oui, avant de prendre les mains levées, est-ce que Delphine, tu voudrais résumer? Je vois que ça bouge pas mal dans le chat. En fait, oui, ça bouge un peu dans le chat et d'ailleurs, je bouge un peu aussi. Donc, beaucoup réagissent donc aux propos de Patrick et puis surtout sur la légitimité des usagers, comment savoir qu'on est légitime, quelle différence entre le militantisme et l'engagement. Donc, c'est vrai que Karine nous dit que le militantisme peut faire peur en rapport, par exemple, avec l'activisme de certaines, je dirais peut-être en rapport avec certaines associations, enfin voilà, Act Up dans le temps et tout ça, qui a pourtant mené la démocratie sanitaire. Enfin, voilà. Donc, peut-être rappeler que l'histoire des associations de patients. Les associations de patients sont nées sur le terreau des crises sanitaires. Et notamment, les premiers, c'est VIH-Sida, puis après le cancer, qui aboutit aux lois de 2002 de Kouchner. Les associations de patients se sont constituées contre le pouvoir médical, dans une logique de confrontation. L'expérience qu'ont eu les professionnels de santé des associations de patients, c'est la confrontation. D'ailleurs, je note que les associations de patients qui revendiquent qu'on est avant tout des personnes, des sujets en soins, c'est l'Association française des diabétiques, l'Association française des hémophiles, vaincre la mucoviscidose, elles sont organisées par pathologie, déjà. Et donc, vous voyez que c'est comme un effet miroir de l'organisation du système de santé, dans cette logique de confrontation et d'opposition. Et ça, c'est l'histoire. Pour la petite histoire, la médecine organiciste telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est née au milieu de la Renaissance, parce que les médecins ne faisaient pas partie de la cour du roi. Oui. Et donc, pour faire partie de la cour du roi, ils sont devenus les spécialistes de l'organe. Et c'est comme ça qu'ils ont constitué un pouvoir social. Donc, en fait, on est dans une confrontation sociale. Le partenariat, c'est autre chose. Le partenariat, on n'est plus dans la représentation, la défense des droits. Alors, quand je dis ça, ça ne veut certainement pas dire qu'il ne faut pas, les fondements de la démocratie sanitaire de la loi 2002. Mais c'est Jean-Marc qui l'a dit, hein, c'est vraiment complémentaire. Il y a des RU qui ont vraiment une fonction qui est légitime, complètement pertinente, et ça, j'en parle même pas parce que pour moi, elle est, quoi. Hein. Et puis, il y a cette conception du partenariat où on n'est pas dans une logique de confrontation, de défense des droits, on n'est pas sur le plan juridique, on est sur la co-construction, la co-décision. Voilà. Et ça, c'est des logiques nouvelles qui s'inscrivent dans une histoire. Et effectivement, quand on parle de militantisme, oui, ça fait peur. Et c'est là qu'il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, l'expérience qu'a le système de santé des associations de patients, c'est plutôt le militantisme. Ouais. En ordre, je crois que c'est Jean-Marc qui voulait parler. Oui, disons, quand Patrick voulait lancer la polémique, moi, je suis en fait tout à fait d'accord avec lui. Alors, bien sûr qu'au début, on est tous partis d'une pathologie, c'est ça, parce que c'est la maladie qui nous a touchés, donc chacun
Hein, Delphine, Karine, moi, on est du domaine des pathologies rénales, d'autres du cancer. Voilà, chacun a ses propres mots. Mais voilà, après, il y a un dépassement. D'abord, par rapport à cette maladie, il faut déjà l'accepter. Quand on l'a accepté, faut commencer à évoluer et s'y intéresser, hein, parce que on peut se défendre que quand on connaît les choses. Et puis ensuite, eh bien, on fait le pas. Alors déjà, l'avantage, je dirais, du système associatif, c'est que ça nous permet, on a sa propre expérience, mais ça nous permet de nous acculturer à d'autres expériences, les expériences de nos collègues. Et ça, c'était intéressant parce que chacun a ses propres problèmes, ses propres traitements. Dans la maladie rénale, il y en a plein. Donc voilà, et on acquiert des compétences à travers l'expérience de nos collègues, hein, de notre communauté. Et puis ensuite, il faut dépasser ça. Donc moi, je suis rentré en tant que représentant des usagers parce que pour rentrer, et puis par rapport à l'association qui est agréée, il faut qu'on ait des représentants des usagers. Au départ, c'était pas tellement ma tasse de thé. Avant de faire ça, j'ai fait l'éducation thérapeutique. Donc, par contre, maintenant, disons que j'évolue, hein, et je suis sorti déjà d'être, moi, dans une autre association, France Asso Santé, hein, qui regroupe différentes pathologies. J'ai déjà un autre regard sur les autres dimensions de la santé, et je m'intéresse justement à aller vers d'autres pathologies pour justement comprendre. Et c'est là où on voit la transversalité de certaines choses, hein, c'est que on vit tous avec une pathologie, quelle qu'elle soit, mais il y a toujours des points de ressemblance, hein, et c'est ce qui nous conforte quelque part et qui nous permet de dire, voilà, moi je suis pas un spécialiste du cancer, hein, loin de là. Par contre, je vais quand même travailler avec les gens du cancer parce que j'ai mon expérience de patient maintenant assez large pour pouvoir donner cette vision, hein, que ont les patients, je veux dire maintenant en général. Et c'est ça qui fait qu'on avance dans le temps, hein, et on s'améliore de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, hein, parce qu'on se forme continuellement. Hein. Et donc, moi, je suis tout à fait d'accord, c'est que, en fait, après, le militantisme, on l'est au début, hein, parce que voilà, on a été choqué par la maladie, choqué par certains médecins, et puis après, disons qu'on évolue. Si on reste sur ce militantisme basique, on va pas aller bien loin. Hein. Moi, j'ai vu des collègues qui restaient très, très obtus. Voilà, ils s'arrêtent là, mais ils font plus rien, quoi. Alors que moi, j'avance. Voilà. C'est mon expérience personnelle, mais je pense que c'est l'expérience de pas mal d'autres. Mais vous voyez, pour rebondir, je trouve dans votre discours, on entend bien, à un moment donné, on a un vécu, donc une expérience. De là, on en fait une connaissance, et notamment dans les associations de patients, parce qu'il y a le partage, et après, on élabore des savoirs. Et ce n'est pas parce qu'on est patient qu'on a des savoirs. Et donc, c'est dans ce cheminement autour du savoir patient qu'on devient, après, qu'on acquiert cette légitimité, non pas pour parler de soi, ni de sa maladie, mais pour parler du vivre avec la maladie. Sabine, vous vouliez intervenir? Merci. Il y a plein de choses dans ce qui a été dit avec lesquelles je suis tout à fait d'accord. Merci Patrick d'avoir précisé un peu la différence entre association et partenariat patient. Très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sabine Dutheil, je travaille dans une équipe d'oncologie dans une clinique bordelaise et je suis patiente partenaire en parcours de soins. Pour moi, la différence majeure entre les associations de patients et le partenariat patient, c'est en termes de représentativité. Je ne représente absolument personne. De ma place, de ma position, j'essaie juste de participer un peu à l'organisation du système de santé en l'améliorant grâce à l'expérience et à ce que j'ai traversé au détour de la maladie. À ce propos, certains mutualisent les savoirs, les collectivisent par le biais d'associations, d'autres par la filière universitaire.
Moi, personnellement, j'ai choisi la filière universitaire. Je suis affiliée à aucune association, quand bien même je participe à des tas de choses de façon totalement bénévole. En revanche, je crois qu'effectivement, pour être reconnu, et si ça passe par l'émancipation dont Patrick parlait tout à l'heure, je crois que s'émanciper, c'est à la fois être reconnu à une place, mais et pouvoir ne pas être limité à cette place. C'est ce double objectif qui est intéressant. Et je trouve que ça passe par la formation. En ce moment même, on est en train de collectiviser nos expériences et c'est peut-être à ce moment-là que ça deviendra effectivement des savoirs que l'on pourra mettre au service des autres. Mais de là découle une question, à mon avis, essentielle que Françoise a un peu abordée, c'est la professionnalisation et donc la rémunération des patients partenaires. Une fois qu'on est bien d'accord, ils sont formés, ils sont compétents, leurs compétences sont reconnues. Je suis d'accord. Moi, j'ai toujours le sentiment qu'on m'attend encore plus au tournant que n'importe qui. Je suis dans des tas de collectifs qui mélangent des patients, des professionnels, dans des groupes de réflexion. À plusieurs endroits comme ça, je suis la seule parfois à ne m'être jamais autorisé une absence, sous couvert que les autres sont très occupés, mais je pourrais partager mon emploi du temps avec vous, je le suis aussi beaucoup. Il y a quelque chose d'une pression, en tout cas que moi je me mets, avec l'idée que, comme l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas qui, s'il y a une mauvaise expérience, ça va pénaliser tout le monde. Oui, ce que je disais, oui. Voilà. Bon, c'était des remarques en vrac, mais je suis grandement intéressée par cette réunion parce que l'implication des patients dans la recherche m'intéresse, et pas seulement la recherche en sciences humaines et sociales et cliniques, mais aussi, pourquoi pas, fondamentale, translationnelle, etc. Et aussi cette fameuse professionnalisation. Et je veux bien que l'on échange là-dessus. Mais oui, moi j'avais mis ça dans les freins, Sabine, merci de relancer sur ce sujet parce qu'il est vraiment important. Tant qu'on n'aura pas défini en fait un statut, qu'on lui aura pas donné un statut au patient partenaire, déjà même sur le terme, on n'est pas d'accord. Il y a le patient expert, il y a le patient ressource, il y a le patient partenaire, il y a le patient formateur. Donc en fait, on voit qu'il y a une diversité dans les rôles qu'on peut jouer. Et tout ça n'a pas été établi par ce qui n'est pas effectivement logique, enfin ce qui est logique plutôt, ce n'est pas établi par les lieux d'enseignement. L'université des patients n'a pas vocation à aller forcément définir. En fait, il faut vraiment que ce mouvement vienne de nous. Moi, j'avoue que savoir patient, j'attends, je me dis, il faut là vraiment un mouvement associatif, et je sais que Jean-Marc travaille aussi là-dessus. Il faut vraiment un mouvement associatif qui va créer ce militantisme pour définir ce qu'est notre nouvelle profession ou différentes professions. Et ça, ce sera le grand pas en avant qui reste à faire et qui va mettre du temps, hein, ça ne va pas se faire comme ça demain en claquant des doigts. Mais tant que ça, ce ne sera pas clair, on sera en fait entre la chaise et le strapontin. Et on n'aura pas vraiment une place qui va vraiment être te dire bah oui, mais en fait, ah oui, alors, et vous avez, ah oui, vous êtes consultante alors. Je prends des exemples très précis, c'est-à-dire tout à l'heure, Patrick a parlé, je me suis présentée en étant chercheur plus que en fait aidant partenaire. Souvent, j'ai entendu ça de la part de patients qui étaient formés, diplômés, et qui finalement rentraient dans des organismes où on venait les chercher parce qu'ils étaient pharmaciens quand même, parce qu'ils étaient médecins quand même, hein, ou parce qu'ils avaient déjà un passé intéressant, associatif. Et finalement, oui, alors, oui, vous pouvez vous présenter comme patient expert ou partenaire si vous voulez, mais
finalement, quand même, ce qui a fait le fait qu'on vous a choisi, c'est parce que vous avez tout ça derrière vous. Et ça donne, et en plus, si vous êtes du milieu médical, ça c'est encore mieux quand même, hein. Ça c'est un plus. Donc, et ça, c'est la réalité. Je vois plusieurs qui sourient, c'est la réalité. Il y a aujourd'hui encore des endroits, des organismes, des entreprises qui vont être rassurés pour savoir, bah oui, mais bon, cette personne-là, on peut travailler avec elle parce que, ouais, elle a passé. Ou alors, il faut justifier de X années d'expérience, montrer qu'on a déjà été reconnu par la haute autorité de santé, enfin, avoir un parcours qui va dire, ah ben oui, de toute façon, elle est déjà légitimisée par des institutions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Je voudrais revenir sur ce que tu disais, Françoise, concernant la définition patient. On dit patient partenaire, mais il y a plein de noms. Oui. Lors de la conclusion donc, de la fin de journée de France Asso, mois de juin, Olivia Gross disait c'est normal parce que c'est le début d'un mouvement. Et en fait, au fur et à mesure du temps, parce qu'en fait, chacun, chaque pathologie ou chaque grand champ de la santé a mis des mots sur ce qu'était son patient, son aidant, son partenaire, peu importe. Hein. Mais en fait, avec le temps, ça va se passer et on va retenir qu'une information et avec différentes spécialités. Mais après, peu importe le terme, ça sera vraiment, on saura que c'est un patient partenaire, il est là pour aider avec les professionnels travailler. Hein, et ça va se faire dans le temps. Hein. Ouais, je trouve que pas trop se focaliser sur le débat des mots. Exactement. On n'avance pas. Moi, je voudrais revenir sur ce que disait Sabine sur la professionnalisation. Là aussi, alors ça, j'ai peut-être mes réflexes de chercheur, mais qu'est-ce qu'on y met derrière le mot professionnalisation? Moi, je fais toujours référence en sciences humaines sociales à Bourdoncle, qui définit la professionnalisation à partir de 5 piliers. Des compétences, donc de la formation. S'il y a la compétence, il y a la formation. S'il y a une formation, il y a un statut. S'il y a un statut, il y a une reconnaissance sociale. Et le 5e, une rétribution. Et aujourd'hui, il y en a 5. Voilà, je vais les redire. Compétences, formation, statut, reconnaissance sociale, rétribution. Voilà, ça c'est la professionnalisation, vous voyez. Et donc aujourd'hui, il y a une crispation du milieu associatif sur bénévolat, pas bénévolat, choses comme ça, et qui empêche véritablement de voir toutes les facettes de cette notion de professionnalisation. Quelque part, le bénévolat est une forme de rétribution. C'est un choix personnel ou intime, personnel, qui est dire moi je choisis de ne pas recevoir d'argent. Mais ça, c'est une forme de rétribution et qui n'empêche pas la professionnalisation. Et c'est vrai que c'est un débat qui mériterait de prendre un peu de peut-être un peu de hauteur pour être moins figé, notamment dans le milieu associatif. C'est là qu'il y a de fortes crispations, où on reste sur bénévolat par rémunération, et qui, je trouve, c'est l'écran de fumée qui empêche vraiment de voir toutes les facettes. Oui, je suis assez d'accord. Mais quand je parle de professionnalisation, même si je ne savais pas définir les 5 points que vous venez de définir, il y a effectivement ces points-là, dont la rémunération. J'ai souvent échangé avec Jean-Marc à ce sujet. C'est un point de discordance entre nous, mais voilà. Et je trouve que c'est aussi un point de discordance entre les associations. Effectivement, le bénévolat est un choix éminemment personnel et ça dépend beaucoup d'un tas de critères. Mais moi, quand une équipe d'oncologie annonce que je fais partie intégrante de leur équipe, je me demande bien pourquoi je serais la seule à ne pas être rémunérée. Enfin, c'est là aussi, les mots, ils sont parfois importants, mais là, pour le coup, c'est juste une logique sémantique. De quelle façon il pourrait justifier que je suis très importante parce que mon angle de vue, et la seule à ne pas avoir de bulletin de salaire. Enfin, il y a quelque chose qui serait totalement incohérent. Sabine, on n'a pas le même âge. Voilà pourquoi on n'a pas la même vision. Si j'avais ton âge… Des critères aussi. Voilà, c'est ça. Et si j'avais ton âge, j'en parlais, je faisais une présentation là, lundi dernier
hein, sur le mouvement, le modèle de Montréal notamment. Et bien, je disais, oui, j'aurais l'âge d'être en activité, pourquoi pas, oui, de venir et chercher un revenu de mes compétences, ce qui est logique. Hein. Bon, voilà. D'où la vision, je dirais, d'où la vision collective qui est importante en fait, et ce qui ressort un petit peu dans le chat, hein, au niveau du cadre. Donc toujours le cadre collectif. Donc c'est vrai que il faut peut-être réfléchir là-dessus sur le cadre, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de fiche de poste, mais ça, il y a autant de personnes que de fiches de poste, hein, j'ai envie de dire. Des fiches métiers qu'il faudrait. Ouais. Oui, tout à fait. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Jean-Marc, la notion de rechercher un revenu. C'est pas rechercher un revenu, c'est juste vivre. Oui, de vivre, oui, bien sûr. De vivre de notre activité. Quand on n'est pas à la retraite, à un moment donné, effectivement, soit on est rentier, soit on est chômeur, soit on a un salaire, ou alors on est à la retraite. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand on est dans la population dite active, à part être rentier, je ne vois pas comment on peut vivre. Et donc là, se pose même plus la question de rémunérer ou pas. Quand on est hyper sollicité, heureusement, moi, en tant que doctorant, je suis rémunéré. Ça ne peut pas être autrement. C'est même pas concevable. Voilà. Pour moi, c'est même pas concevable. Et je peux avoir par ailleurs des activités de bénévolat qui me regardent. Voilà. Mais disons que le salariat, la rémunération, notamment donc dans on va dire les bénévoles, ce ne sont plus des bénévoles, mais on en a parlé donc lors de cette réunion du mois de juin avec France Asso Santé, parce que c'est aussi une façon de recruter des jeunes, parce que c'est des jeunes, si on n'a pas, ils n'ont pas un salaire, pardon, ils pourront pas venir, on le voit bien. Les associations sont gérées, animées la plupart par des retraités, parce que voilà, on a une rémunération, on a nos retraites et qu'on a ce temps et on s'investit notre temps, voilà. Mais c'est quelque chose sur lequel on commence à plancher. Le ministère également y pense, hein, puisque j'avais assisté en octobre 2019 au deuxième colloque interuniversitaire sur la formation la formation des professionnels par des patients. Hein, et déjà, il y avait une représentante du ministère qui disait que c'était un sujet sur lequel il travaillait à l'époque. Donc, mais ça, j'ai lu aussi des thèses où justement les thésards proposaient de dire qu'il faut rémunérer de façon les gens pour le travail qu'ils font. Voilà. Pour en avoir, parce que quand on regarde ne serait-ce que la représentation des usagers, et on est loin d'avoir tous les mandats remplis. Bonjour à tous, je me permets de faire un commentaire. Donc Lise Molimar, je suis patiente, ce que vous voulez, partenaire expert, moi-même je ne sais pas me définir. Je travaille également dans le domaine de la communication sur la recherche sur le cancer et je suis relativement jeune, comme vous pouvez l'entendre à ma voix, désolée, j'ai pas la vidéo. Et je voulais me permettre un commentaire par rapport à la rémunération, parce que même à partir du moment où les équipes se disent ok, on va rémunérer un patient, on va le salarier, se pose aussi la question de à combien et à quel prix, et quelle est la valeur de ce patient partenaire, de ce nouveau poste dont on ne connaît pas. Et je sais que là où je travaille, on se heurte finalement à des professionnels de santé qui refusent que les patients partenaires embauchés soient embauchés à un salaire supérieur au SMIC, parce que pour eux, selon eux, déjà c'est énorme que les patients soient rémunérés, parce que les représentants des usagers qui interviennent dans les établissements de santé le font justement bénévolement. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on rémunérerait des patients, et en plus, pourquoi est-ce qu'on les paierait plus que le SMIC, alors que voilà, ils sont là, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Enfin, c'est encore, je me heurte à ce genre de constat, et je le vois même moi par rapport, je vais vous partager une expérience très personnelle, mais voilà, moi j'ai été aussi embauchée en partie pour mes compétences de patiente, entre guillemets, et c'est vrai que quand il faut défendre devant les RH le fait que j'ai cette particularité-là, que ça peut jouer sur une vraie, enfin ça m'apporte énormément de compétences, le fait d'avoir été patiente dans mon domaine, c'est difficile de mettre des chiffres derrière et de mettre une vraie valorisation derrière ce statut, parce qu'encore une fois, il est tout nouveau, donc voilà, ça va soulever encore plein d'autres questions, je pense, et on n'en a pas fini d'en parler. Non. Tout à fait, Lise. Oui.
Bon, d'ailleurs, comme souvent, le rendez-vous tourne à la question de la professionnalisation et s'éloigne du sujet initial. Donc, je pense que ça veut dire quelque chose. Je reviens à Françoise et son besoin de plaidoyer. On peut rappeler que l'ARS Nouvelle-Aquitaine va salarier 7 nouveaux postes à partir du 1er octobre, bien au-delà du SMIC, dans les textes en tout cas. On vous en parlera plus précisément, mais à partir du 1er octobre ou du 1er novembre, 7 personnes en Nouvelle-Aquitaine seront financées par l'ARS Nouvelle-Aquitaine pendant 18 mois. Et voilà, et là, je pense que c'est une véritable marche de franchie dans ce gros chantier qui est le partenariat patient et la professionnalisation. Oui. On va suivre ça de très près. Une dernière remarque, je trouve dommage parfois que quand on parle de partenariat patient, on nous demande d'être affilié à une association, comme si on ne pouvait plus. C'est tellement à la mode de dire on co-construit avec les associations de patients, on n'est pas les uns contre les autres, mais avec, que dernièrement, j'ai vu passer une proposition pour fédérer les patients entre eux, les patients partenaires, et il fallait être affilié à une association. Même au CHU de Bordeaux, dernièrement, pour être sur le site patient, pour être patient partenaire du CHU, de quelle association vous êtes? Mais je peux n'être d'aucune association. Enfin, attention à vouloir tous s'entendre, à pas tout mélanger. C'est pas parce que je suis pas affiliée à une association que je respecte pas ce qu'est Jean-Marc et tous les autres. Enfin, c'est des choses différentes. Enfin, attention, il me semble que on mélange souvent. Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est vraiment ce que j'ai dit aussi, parce que il faut avoir cette reconnaissance de ce statut de patient partenaire qui est indépendant. Parce que je pense que les choses sont intimement mêlées. C'est qu'il y a beaucoup de patients partenaires dans les associations. Beaucoup d'entre nous sont issus d'associations, attachés à ces associations. Beaucoup ont construit leur savoir collectif à partir de ces associations et ont construit des compétences. Les formations forment par exemple des patients à l'ETP pour qu'ils puissent ensuite intervenir dedans. Donc, il y a plein de choses qui sont intriquées là-dedans. Et je pense là, dans ce que tu dis, à ce que dit souvent Nicolas Brun, c'est le permis de travailler. C'est-à-dire qu'il faut faire partie d'une association agréée pour avoir le droit de participer à certains projets. Parce qu'il y a aussi une organisation aujourd'hui du système de santé qui est comme ça. Voilà, donc moi, les associations, je suis à fond pour. Savoir Patient est une association, mais on a encore beaucoup de choses à construire et c'est en train de se construire et d'évoluer. Est-ce qu'on peut se permettre… Il faut savoir qu'il y a eu un grand débat, justement, à la Haute Autorité de Santé lors du groupe de travail sur l'engagement des usagers au service de leur pairs, sur justement l'autoreprésentation des patients, et qu'il n'a pas été demandé, particulièrement dans ce groupe de travail, à tous les patients d'être membres d'une asso agréée. Ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est que souvent, les patients partenaires, qui font notamment dans la formation, dans les soins, ont eu un parcours associatif et que une majorité se sont émancipés de leur association, notamment par rapport à cette vision militantiste qu'ils ont un petit peu perdue. Et donc, vous avez aujourd'hui beaucoup de patients ou proches aidants partenaires qui sont hors association, après avoir eu un parcours associatif. Parce que c'est le partenariat, comme je le disais, c'est pas de la confrontation, c'est autre chose. Voilà. Et une majorité aujourd'hui sont hors association. Et puis les sujets sur lesquels on est amené à travailler ne concernent pas forcément la pathologie dont on dépend. Exactement. Donc évidemment, ça va nous mettre complètement dans un autre champ. Et c'est pour ça, enfin, parce que c'était très important, ce que disait Patrick tout à l'heure, c'est-à-dire aussi c'est les compétences, c'est-à-dire cette vision globale qu'on peut avoir, et non pas. Et ce qui va faire la différence d'ailleurs entre le patient que je dis lambda, c'est pas péjoratif, mais je dirais un patient qui peut témoigner et qui va être centré sur son vécu, et par rapport à un patient partenaire qui a une vision beaucoup plus large et qui est capable de pouvoir analyser. Et c'est cette capacité d'analyse et de vision qui va lui permettre de dire je me détache par rapport à ce que je connais de
de ce que je fais et de ce que je fais au sein même d'une association. Ce n'est pas le propos. Bien souvent. Il faut être agile et pouvoir tourner les casquettes en fonction de ce que l'on fait. Exactement, exactement. Voilà, ça demande une certaine agilité, une souplesse d'esprit. Quand je suis RU, je suis RU. Quand je suis patient partenaire, je suis patient partenaire. Quand je milite pour mon association, je milite pour mon association. Voilà. Mais tout ça fait que ce sont des ajouts de formation, d'acculturation qui me permettent d'englober toutes ces missions. Bon, alors merci à tous. Alors, on essaye de revenir un petit peu au sujet de départ qui était la collaboration entre partenaires, patients, proches aidants, professionnels dans la recherche et dans l'innovation, en entendant les messages clés de Patrick, peut-être d'abord, et puis de Françoise. Donc, comment bien collaborer, Patrick, en recherche? Je dirais le message clé, c'est de ne pas avoir peur d'aller vers ces domaines de la recherche, d'aller faire un doctorat, et d'avoir confiance aussi, à la fois assumer le fait d'être patient ou proche aidant, tout en se faisant confiance dans sa capacité à pouvoir faire de la recherche. Donc se faire confiance, puis avoir confiance aussi avec des belles rencontres qu'on peut faire. Moi, j'ai 2 directeurs de thèse juste formidables, et j'ai un laboratoire de recherche formidable qui me nourrit chaque jour. Donc de se faire confiance et de faire confiance en la vie par rapport à tout ce genre de choses. Merci. Donc voilà, avoir confiance en soi pour essayer d'intervenir dans un nouveau domaine. Bravo. Françoise, comment bien travailler en partenariat, en innovation selon toi? Il faut pour moi avoir aussi l'esprit d'entrepreneuriat. C'est pas forcément d'être un entrepreneur, mais avoir l'esprit de se mettre aussi dans l'état d'esprit là je me place par rapport aux startups, il faut vraiment se dire, en fait, il faut aller vers eux, et il faut se dire qu'on a des compétences et un savoir qu'on peut partager, et on va le faire avec un professionnalisme comme un entrepreneur. Et donc, faut savoir communiquer et montrer qu'en fait, on est un maillon dans l'écosystème indispensable pour créer l'innovation de demain. Le patient partenaire est un maillon indispensable. Et qu'on peut pas faire, enfin là, la phrase, tout le monde la connaît, mais faut la redire quand même, c'est ne faisons pas pour nous sans nous. Il faut vraiment qu'on soit dans cette co-construction. Faire pour et faire avec, et pas seulement faire pour. Et donc, travailler avec les patients, non seulement pour écouter leurs témoignages et écouter leurs besoins, mais aussi leurs idées, qui peuvent aussi promouvoir, initier des choses. Exactement. Oui. Voilà. Oui. Et pas seulement tester les choses quand elles sont fabriquées. Oui, et puis c'est quelquefois c'est oser, parce que moi il y a des fois où je me dis bon, je vais à l'encontre de ceux qui sont en train de penser, mais je vais le dire quand même. Et j'ai gagné quand je vois 30 personnes qui disent ah bah oui, mais Françoise a dit ça, ouais, elle a raison, on va refaire les trucs. Et là, je me dis, ouah, gagner. Là, je me dis gagner. Je me dis, c'est gagné. Ça veut dire que là, ils ont vraiment tenu compte de la parole du patient. Françoise, le mot que tu as dit et qui est le plus juste et que je dis aussi, je répète souvent, c'est oser. Oui, il faut vraiment oser, oui. Voilà. Alors, on va rester sur ces 2 très beaux mots, oser et faire confiance, se faire confiance. Je voulais prendre quelques minutes pour vraiment vous remercier très chaleureusement. Je ne sais pas si on a encore 30 secondes pour savoir comment on se sent. En tout cas, moi, je me sens comme toujours très reboostée par ces échanges. Et j'ai hâte des suivants, des prochains rendez-vous. Alors, le prochain, pour information, aura lieu le 6 octobre. On vous repassera les informations et j'espère qu'on sera encore plus nombreux en présentiel. C'est disponible en différé, mais vous le voyez, c'est quand même tellement plus riche quand
on peut avoir des échanges en direct les uns avec les autres et se répondre. Donc, merci à ceux qui ont réagi et à ceux qui ont animé plus dans le chat. On n'a pas entendu Karine aujourd'hui, mais elle a été bien présente dans le chat. Quelque chose que j'oublie, on va vous partager dans le lien, dans le chat aussi, le moyen d'évaluer cette heure et demie d'échange. Si vous pouvez nous en dire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu ou des suggestions. Et puis, bien évidemment, on vous tiendra informé pour vous inscrire au prochain rendez-vous. Le prochain sera un partage d'expérience de patients aussi ou de professionnels, ou les deux, comme on l'a fait déjà. Donc, n'hésitez pas à nous signaler si vous avez envie de partager ou de proposer quelqu'un pour un partage d'expérience. Fabienne, Delphine, est-ce que j'oublie quelque chose? Non, ou est-ce qu'on est prêt Bien, merci beaucoup aux intervenants. Voilà, donc le rendez-vous web sera accessible en replay. Patrick a proposé de partager les slides à ceux qui le souhaitent. Et moi, je fais un gros mea culpa parce que je pense que mon message d'hier n'est pas arrivé au destinataire avec le lien de connexion. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on était si peu nombreux aujourd'hui. Voilà, donc une super rentrée pour Fabienne. Merci quand même parce que ça sera disponible en replay. Et merci pour les échanges d'aujourd'hui. Et à bientôt pour d'autres aventures. Merci beaucoup. Merci. Merci.